Dans les derniers jours, on a assisté au débat des chefs et on a entendu les chefs parler, dire des choses, multiplier les affirmations. Les elfes, oui. Oui, les elfes. oui. Les Moi aussi, j'ai entendu réfutations, ça. les elfes. Pas d'elfes, non. Les licornes, oui, parfois. Au point où on pourrait croire que tout ça n'est qu'un écran de fumée rhétorique. Pour découvrir ce que parler veut dire en temps d'élection, la doctorante en philo, Laurence Godin-Tremblay, est avec nous. Laurence, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que les politiciens font de la rhétorique, Laurence? Et oui, maintenant, est-ce qu'ils font de la bonne rhétorique? Ah. C'est la question qu'il faut se poser. Parce que la rhétorique, en soi, c'est pas mauvais. Je veux dire, des fois, c'est mal connoté. Des fois, on l'emploie dans un sens péjoratif. Mais en même temps, on se plaît d'écouter un bon orateur. On va dire, tel politicien était un bon orateur, puis on va s'en flatter, on va être content de ça. Donc, bien parler en public, argumenter, c'est pas une mauvaise chose en soi. Il suffit de le faire, je dirais, avec une bonne intention, avec des arguments valides. C'est quoi la rhétorique? La rhétorique, c'est ça. Aristote nous dit, c'est l'art de convaincre. Là, il nous dit, vous pouvez l'observer surtout en 3 domaines. Là. Le domaine judiciaire, par exemple, les avocats. Encore une fois, c'est important qu'un avocat parle bien et argumente Tu bien. payes 300$ à un gars en cours, t'as envie qu'il parle bien. Là. Oui, même s'il défend quelqu'un qui serait réellement un criminel. Parce que n'importe qui a besoin d'être défendu. Là. On me demande de me déplacer, là, c'est pour ça que j'arrête ma phrase en plein milieu. Ensuite, dans les discours d'éloge, par exemple, quand un joueur de hockey va être au Temple de la Renommée, il faut faire un beau discours pour justifier ça. Puis, Il n'y a pas beaucoup de chances qu'il parle bien. non, c'est pas de ce point de vue-là, mais qui argumente au moins. Ouais. Puis, nos politiciens, évidemment, parce qu'eux, ils doivent nous convaincre d'aller dans une direction comme peuple. Là. Ils ont une grosse tâche de ce point de vue. Mais moi, aujourd'hui, Laurence, il semble on voit beaucoup de rhétorique dans la publicité aussi. Oui, exactement. Fait que, puis cette rhétorique-là, on sent qu'elle est assez fallacieuse, là, c'est-à-dire de nous faire croire qu'on a absolument besoin de ce déodorant-là pour se trouver une blonde, mettons. Là, c'est assez fallacieux. Mais, Parce que c'est quand même mieux d'en avoir que pas du tout. Oui, c'est ça. Puis, je me suis intéressée à ce sujet-là parce que j'ai remarqué, en fait, que les gens traitent nos politiciens de rhéteurs, surtout quand ils sont pas d'accord avec leurs idées. Par exemple, dernièrement, j'ai lu un article de Mathieu Bock-Côté où il traitait Gabriel Nadeau-Dubois de démagogue et de rhéteur. Mais quand on connaît un peu Mathieu Bock-Côté, on se doute qu'il n'aime pas beaucoup les idées de Québec solidaire. De l'autre côté, j'ai beaucoup entendu, par exemple, Jean-François Lisée traiter Éric Duhaime de démagogue, encore une fois. Mais on se doute que Lisée n'aime pas beaucoup les opinions d'Éric Duhaime. Donc, des fois, les gens traitent l'un ou l'autre de démagogue simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord. Je pense qu'il faut creuser un peu plus. Quelqu'un qui fait de la démagogie ou de la mauvaise rhétorique ou de la sophistique, c'est vraiment sa façon de discourir et non le matériel de ses idées, là, la matière. Là. Bon, alors allons plus avant, là, justement dans la description là, de ce que c'est qu'une bonne façon de discourir. Ça repose sur quoi? C'est quoi les outils d'un bon rhéteur, Laurence? Aristote nous dit qu'il y a 3 choses qui vont nous convaincre. Donc d'abord, il y a le caractère de l'orateur. Ensuite, il y a les passions qu'il va susciter, les émotions qu'il va susciter, et les arguments comme tels. Aristote nous dit que c'est le plus important et malheureusement, c'est ce qui est le plus négligé le plus souvent, les arguments. Le caractère, c'est super intéressant parce qu'Aristote nous dit qu'il faut que l'orateur ait l'air digne de confiance, puis surtout un politicien à qui on va remettre les clés de la nation, en quelque sorte. Là. Aristote nous dit il y a 3 critères pour que quelqu'un soit digne de confiance. Il faut qu'il ait l'air bienveillant, il faut qu'il ait l'air d'avoir la vertu morale et il faut qu'il ait l'air prudent. Bon, dans ces 3 choses-là, on peut remarquer que les politiciens vont essayer de montrer qu'ils ont ces qualités-là ou que les adversaires les ont pas. Par exemple, la bienveillance, ces temps-ci, on va entendre beaucoup que Legault n'a pas l'air d'aimer les immigrants. Donc, il n'a pas l'air d'être bienveillant, puis de ce point de vue-là, on ne devrait pas voter pour lui. Ses adversaires vont beaucoup dire ça. Ça, c'est un exemple, par exemple, d'attaquer la bienveillance de quelqu'un. De l'autre côté, justement, sinon, je passe à la vertu morale tout de suite. La vertu morale, c'est simplement qu'on veut quelqu'un qui est capable de régler ses passions, qui est capable d'être juste, qui est capable d'être tempérant, qui est capable d'être humble. Puis là, évidemment, ces temps-ci, on a entendu des attaques, par exemple, contre Éric Duhaime, qui n'aurait pas payer ses taxes, soi-disant passant. Où on avait attaqué André Boisclair il y a plusieurs années sur son passé ou même son présent de fêtard notoire. C'est ça, parce qu'on veut pas... Si on veut faire confiance à quelqu'un, il faut pas qu'il parte en fête ou à la dérape ou qu'il soit injuste puis qu'il pige dans nos poches ou des choses comme ça. Legault, on lui reproche, par exemple, d'être arrogant. Lui, il va dire, non, regardez, j'ai la vertu morale. La pandémie m'a rendu humble. Il fallait que je m'excuse constamment de m'être trompé, des choses comme ça. Et en dernier, c'est la prudence. Puis là, je trouve qu'un des politiciens où on se questionne le plus sur sa prudence, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Probablement parce qu'il est jeune, puis aussi parce qu'il était assez véhément là, à l'époque de la grève étudiante. Fait que lui-même va dire des choses comme « je me suis assagi, j'ai vieilli, je suis prudent ». Puis les autres vont dire des trucs, surtout Legault va dire « il pense que l'argent pousse dans les arbres, il vit au pays des licornes », des choses comme ça. Donc, c'est attaquer son jugement prudentiel.
Moi, je pense qu'il est au pays des elfes, là, mais... Oui, Lâchez-moi avec les elfes. Alors ça, premier outil là, dans les mains, en tout cas, du rhéteur, c'est ce qui se présente de manière crédible, finalement. Là. Oui. C'est pointé avec une perruque de clown, évidemment, que ça va attaquer sa crédibilité. Puis encore une fois, ça va pas être même mauvais d'argumenter contre la crédibilité de ses adversaires. Il faut le faire, tu sais, je veux dire, c'est ça la fine ligne entre la bonne rhétorique et la mauvaise. Si on commence à le faire avec une mauvaise intention, si on commence à le faire de façon fallacieuse, sans fondement, c'est là que ça va déraper. Puis ce qu'on va appeler des attaques personnelles, gratuites, etc. Un autre outil, Laurence, que tu as évoqué tantôt en parlant des outils d'Aristote, c'est les passions, là, le pathos, l'émotion. Ça, on en voit en masse là, en politique présentement. Exact. Aristote dit qu'avant son traité sur la rhétorique, les gens écrivaient essentiellement là-dessus quand ils faisaient des traités de rhétorique parce qu'il dit les gens pensaient que c'était le plus important. Parce que c'est vrai que ça nous meut beaucoup. Là. En fait, émotion, le mot le dit lui-même, c'est ce qui nous met en mouvement. Puis si on veut convaincre les gens, il ne faut pas juste que ça soit un discours rationnel, scientifique, etc. Il faut que ça donne le goût. Il faut que ça donne le goût là, de sortir de chez vous, de prendre le taux puis d'aller voter. Tu dis qu'il faut que ça donne le goût. Il faut que ça donne le goût. Ça a déjà été dit. Elle est bonne. Ouais. Et donc, nos politiciens vont susciter les émotions, évidemment. Là, je prends 2 cas là, qui m'ont frappé. Le cas le plus évident, je pense que c'est Éric Duhaime, là, qui va susciter une émotion bien particulière, la colère. Là, il va dire lui-même, là, je veux prendre la grogne puis l'amener en assemblée. Il a dit ça à un moment donné. Puis évidemment, c'est une émotion très forte. Puis je pense que ça explique en partie pourquoi il y a autant de monde qui ont rejoint rapidement le Parti conservateur. C'est parce que la colère, là, vous le savez si vous êtes... Quand vous vous mettez en colère, là, on agit rapidement, avec force et détermination. Ça nous met en mouvement, mais c'est une lame à 2 tranchants, ça. C'est une lame à 2 tranchants parce que la colère est aussi la passion la plus difficile à contrôler pour notre raison. Donc, je pense que ça explique en partie pourquoi, dans le mouvement conservateur, il y a beaucoup de monde de bon sens, mais il y a beaucoup de monde un peu spécial ou irrationnel ou un peu plus, je sais pas comment... Les coucous. Oui, c'est ça, j'allais dire des coucous. C'est un jugement, ça. Mais c'est parce que la colère, c'est ça, vous avez dû le ressentir, ça rend fou parfois. Puis c'est pas pour rien que dans notre tradition catholique, ça devient même un des péchés capitaux. C'est pas parce que l'émotion en tant que telle est mauvaise, mais c'est que souvent, elle conduit à un dérapage. Alors, en elle-même, c'est pas un problème. Il faut juste avoir une prudence supplémentaire vu le glissement un peu facile. Comme politicien, il faut s'attendre qu'il y ait des dérapages possibles quand on appelle à la colère. L'autre émotion frappante, je pense, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Là. C'est une émotion, vous voyez, on le voit tout de suite, là, ça va moins justement susciter les foules, c'est l'espoir. Là. Lui, il nous regarde avec ses yeux rêveurs, puis là, il nous dit... Ah, c'est les élections de l'espoir, on pourrait faire un pays. Donc là, lui, il espère là, susciter en nous cette espèce d'idéal, puis qu'on aille voter pour justement que le Québec devienne un pays. Mais l'autre émotion que je trouve très présente, c'est la peur. La peur que si on change, tout notre système va s'effondrer, ou la peur que si on ne change pas, les crises vont arriver. Il me semble que beaucoup de partis jouent sur la peur. C'est vrai, je ne l'avais pas noté, mais on pourrait dire que Québec solidaire, quand il parle de l'environnement, il y a beaucoup ça. Là. En partie, c'était peur, là, les catastrophes arrivent, la maison est en feu, dépêchez-vous. De l'autre côté, effectivement, Legault, là, si vous votez Québec solidaire, il va surtout attaquer ce parti-là, il me semble, ces temps-ci. Il va dire, ils vont toutes vider vos poches, des choses comme ça. Mais au débat des chefs, Legault a beaucoup reproché ça à Éric Duhaime, de jouer sur la peur, de faire peur aux électeurs que si la CAQ rentre, ils vont faire telle affaire. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il a répété à plusieurs reprises, faites pas peur au monde. Oui, exact. C'est intéressant. On a parlé du caractère du rhéteur en tant que tel, des émotions qu'il sait susciter chez son auditoire. Un bon orateur aussi, ça lui prend des munitions solides, des bons arguments. C'est les arguments qui importent le plus. Aristote nous dit qu'il y a 2 types d'arguments que doivent utiliser les orateurs. Le premier est plus facile, ça s'appelle, et lui, Aristote l'appelle le paradigme. Ça a l'air un peu étrange comme mot, là, mais si on regarde l'étymologie, para, ça veut dire à côté. Puis le digme, ici, renvoie à l'idée de montrer. Donc, c'est montrer un cas à côté. Puis c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans le singulier, en politique, parce qu'on ne sait pas quoi faire pour l'avenir. Donc, le réflexe, c'est de regarder ce qu'ont fait les autres pays. Donc, c'est quelque chose que je trouve Legault surtout fait, là, c'est-à-dire, il va souvent citer, regardez tel pays d'Europe. Ils ont fait Suède. La Suède. Ou, par exemple, un exemple intéressant, c'est quand il nous dit qu'après 6 mois, les immigrants vont recevoir leur papier en français, il va justifier ça en disant, mais ils font ça partout dans les autres pays. Par exemple, en Italie,
Puis on ne dit pas que les Italiens sont racistes ou des choses comme ça. On trouve ça légitime. Les Italiens s'assument, ils envoient leurs papiers en italien. Nous, on va s'assumer puis envoyer nos papiers en français. Éric Duhem fait ça aussi quand il dit le privé puis le public peuvent cohabiter dans la santé, par exemple. Je pense qu'il avait cité le cas de la Suède, justement. Donc, on ne sait pas à quel point ces affirmations-là peuvent être vraies dans le contexte dit parce qu'elles n'ont pas été tentées ou tentées à ce point-là. Donc, la façon de vendre cette salade-là, c'est en comparant avec la salade suédoise ou la salade italienne. Oui, les politiciens le font, puis nous-mêmes, on le fait. Hein. Quand on va au resto, on dit je vais aller à tel resto parce que mon ami a eu une bonne expérience. De même, je devrais avoir une bonne expérience. Quand j'ai choisi la garderie de mon fils, je l'ai faite parce qu'Ariane Beauferry me dit que son fils avait été bien content. Des choses... fait que c'est un réflexe... Ça a marché pour elle, ça pourrait marcher pour moi aussi. Exact, c'est le réflexe habituel. Maintenant, comment vérifier un raisonnement analogique? On peut appeler ça comme ça aussi, là, un paradigme. Il faut voir si les cas comparés sont réellement semblables. Par exemple, un exemple intéressant que j'ai entendu dans 5 chefs, une élection, c'est à un moment donné, le gars a dit « Montréal, ils en ont plein de ponts. Comment ça que Québec pourrait pas avoir son 3e lien? » Puis là, un des journalistes, en fait, 2 journalistes lui ont répondu « Ouais, mais Montréal, c'est une île, de 1. De 2, il y a 2 fois plus d'habitants. » Donc, ce qu'ils ont fait, les journalistes, à ce moment-là, c'est qu'ils sont objectés au paradigme, au raisonnement analogique, en disant les 2 cas sont pas semblables. Fait que si nous, on écoute des raisonnements comme ça, c'est toujours la question qu'il faut se poser. Est-ce que les 2 choses comparées méritent vraiment d'être comparées? Est-ce qu'elles sont suffisamment semblables? Il n'y a jamais 2 pays, 2 provinces exactement pareilles. Non, c'est vrai. Il faut à ce moment-là se fonder, je dirais, disons, sur ce qui est semblable dans le pays. Là, il va toujours avoir des différences. Là. Par exemple, le fils d'Ariane n'a pas tout à fait le même caractère que mon fils, là, mais je pense que l'important, c'est de se fonder sur 2 petits garçons, les ressemblances à peu près, le même âge, etc. Là. Une autre sorte d'argument, Laurence Godin-Tremblay. Alors, Aristote appelle ça l'antimème. Fait que là, c'est là que je vais peut-être perdre des téléspectateurs. C'est bien trop compliqué. Là, je saigne du nez. Puis là, en plus, vous voyez pas, vous entendez pas les Y et les H qu'il y a dans le mot, là, mais il y en a. Ah oui, c'est vraiment pas un mot facile. Mais en même temps, je pense qu'il faut avoir le réflexe, un peu comme, je me souviens plus du nom du personnage au début d'une pièce de Molière, là, qui disait quelque chose comme... la prose, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il apprend qu'il parle tout le temps en prose, puis finalement, c'est banal, la prose, là, c'est ce que je fais en ce moment. Mais c'est la même chose, l'antimème. C'est un argument qu'on utilise tout le temps. Là. Par exemple, moi, quand je me demandais si mon mari s'intéressait à moi avant qu'on soit mariés, il fallait que je fasse des antimèmes, il fallait que je fasse des raisonnements. Je me disais, il m'a proposé de porter mes livres après le cours, ça c'est vrai. Il m'a demandé, imaginez-vous, mon roman préféré, c'était quoi? Là? J'étais comme, hey, un peu plus, puis c'est une invitation dans la chambre, là, de me demander comme ça mon roman. Fait que je raisonnais comme ça. Il m'a écrit sur Facebook, coudon, il doit bien m'aimer. Ou c'est la même chose si je me demande si je suis enceinte, puis je me dis, j'ai des nausées, je me sens fatiguée, je suis peut-être enceinte. Puis si un politicien, encore une fois, nous dit on devrait accueillir plus d'immigrants que ce que dit Legault, parce que sinon, on va perdre en proportion dans la population du Canada, il fait aussi un antimème. Donc, qu'est-ce que tous ces arguments-là ont en commun? C'est que c'est pas une comparaison comme tantôt, ça s'appelle une déduction. Là, je pars d'un principe général, puis je l'applique. Sauf que, comme c'est un antimème, la proposition générale est juste vraisemblable. Par exemple, si je conclus que je suis enceinte parce que j'ai des nausées, ce qui est sous-entendu, c'est que toute femme qui a des nausées est enceinte. Non, peut-être que j'ai trop bu hier. Peut-être que je fais une indigestion, etc. La même chose... si t'as 75 ans, puis t'as des nausées, puis t'es une femme, il y a des bonnes chances que tu sois pas enceinte. Oui, c'est ça, exactement. On pourrait dire... faut ajouter ça normalement. Là, C'est comme un signe de probabilité forte plutôt qu'une démonstration ou une preuve. Exact. Aristote parle de vraisemblance. Là, c'est ça, c'est la même chose. Même, j'aurais pu me tromper. Là, finalement, mon mari aurait pu ne pas s'intéresser à moi. Donc ça, c'est les raisonnements qu'utilisent nos politiciens le plus souvent. Puis ça explique pourquoi en politique, on argumente autant, parce que c'est pas mathématique, là, c'est seulement des vraisemblances. On a parlé d'arguments de bons rhéteurs ou de bons orateurs là, qui fonctionnent bien, qui sont bien intentionnés, mais ça n'arrive pas toujours comme ça. Exact. Alors, je vous donne 2 exemples de manière d'argumenter de façon fallacieuse qu'on peut observer. Alors, je vais faire le test avec James. Là. James, dirais-tu que le bonheur, c'est la fin de la vie humaine? Oui.
Bon, un autre chrétien qui pense que le bonheur, c'est de mourir. Vous aimez vraiment pas la vie. Bon, parce que tout le monde sait que la fin de la vie humaine, c'est la mort. C'est là qu'on s'en va. Ah, je pensais Je joue sur le sens du mot fin. ici. Exact, ouais. Exact. C'est coquin, ça. Oui. Donc, il est assez simple, là, on le voit. Là, il y a fin au sens de but, il y a fin au sens de terme. J'aurais dû te demander, comment définis-tu le mot fin, Laurent? Ouais, t'aurais été fin finaux. Mais Alors là, t'as détourné le sens de ce qu'il voulait dire pour l'attaquer. C'est ça que tu viens de faire. Oui. Il a dit oui, c'est la fin de la vie humaine. Ouais. Toi, c'est un peu tordu. C'est tordre les propos de l'autre, ou du moins son intention. Exact. Puis nos politiciens le font. Là. Soyez observatifs pour le sens des mots. Prenez par exemple le mot conservateur. Quand on écoute Duhem, on comprend qu'il est conservateur d'un point de vue économique, pas moral. Il n'est pas contre le mariage gay. Il est gay, par exemple. Mm-hmm. Mais que vont faire ses adversaires pour que la population ne vote pas pour lui? C'est qu'ils vont dire « Vous voulez nous ramener en 1950, comme s'il l'était moralement. » Donc, il y a comme un glissement sur le sens du mot conservateur. Puis on peut observer ça avec d'autres exemples. Mm-hmm. Un autre type de sophisme... Rapidement, oui. Ça s'appelle le sophisme de l'absolu et du relatif, c'est-à-dire que les politiciens vont aimer prendre les propositions des autres et les absolutiser de manière à ce que ça ait l'air ridicule. Bon, un exemple simple, c'est que Legault va seulement dire « Ah, Gabriel Nadeau-Dubois veut taxer vos VUS. » Puis il va évidemment pas préciser « sauf les gens qui en ont besoin pour le travail, sauf les grandes familles, sauf... » Il va plutôt absolutiser pour que ça ait l'air scandaleux. Puis c'est pour ça que dans les débats, les politiciens passent leur temps à dire « C'est pas ça que j'ai dit, puis vous le savez vraiment. » Puis dans le fond, c'est telle nuance qu'il faut amener. Donc ça, c'est l'absolu et le relatif. On voit ça aussi sur... moi, un exemple que j'aime bien, c'est sur YouTube. Là, ils appellent ça les clickbait, là, si je peux utiliser l'anglicisme. Des hameçons, des appâts. Ouais. C'est ça, exact. C'est qu'ils vont écrire, par exemple, « Nous sommes quittés. » Puis là, on se dit, « Oh non, mon couple Instagram préféré, c'est quitté. » Puis là, on clique sur la vidéo, « Nous sommes quittés pour 3 mois parce que je vais à un shooting dans le sud. » Bon, OK. Et vous voyez, c'est comme la phrase a l'air absolue, puis finalement, c'est nuancé. C'est important, donc, si on te suit bien, Laurence, de porter une attention particulière aux mots, au sens des mots. C'était un peu mon introduction. Hein? Qu'est-ce que parler veut dire en temps d'élection? Nous, comme électeurs, on a un devoir d'être spécialement attentif à chacun des mots employés par les rhéteurs. Oui, c'est le dernier point que je veux soulever. Là. Et au-delà des arguments, il y a même... C'est pas un argument, là, c'est juste le choix de leurs mots. Ben, ça connote quelque chose. Prenez l'aide médicale à mourir, je pense que c'est le mot le plus frappant pour ça. Ça donne pas mal plus le goût de demander l'aide médicale à mourir quand ça s'appelle comme ça que si ça s'appelle suicide assisté ou, j'avais un prof qui avait suggéré, meurtre consenti. Ça donne pas mal moins le goût si on appelle ça comme ça. Donc, le choix des termes va influencer la façon dont on en pense. Pensez aussi au débat indépendantiste-fédéraliste. Séparatiste, ça a l'air plus péjoratif qu'indépendantiste. Fait que c'est pas pour rien que les fédéralistes utilisent séparatiste. On rapporte que Confucius aurait dit que s'il prenait le pouvoir, la première chose qu'il ferait, c'est de rectifier le sens des mots. Je pense que c'est ça l'idée derrière, c'est-à-dire qu'il faut que les mots représentent adéquatement la réalité et il faut en tout cas être conscient de la connotation que ça prend. Puis, je pense que nos politiciens le savent. Là, on a juste à prendre l'exemple de Legault qui appelle les taxes de Québec solidaire des taxes oranges. Je pense qu'il sait l'effet que ça fait sur la population. Là, ça a l'air ridicule, ça a l'air aussi... fâchant. Là. Ils vont nous taxer avec leur maudite taxe orange, là, des choses comme ça. Mm-hmm. Merci beaucoup, Laurence Gonnet-Tremblay. J'allais t'appeler l'Orange. Laurence Gonnet-Tremblay. Merci pour cette analyse et ce regard sur ce qu'est la rhétorique en temps d'élection. On peut te lire assez régulièrement sur leverbe.com. Et je rappelle que tu es doctorante en philosophie. Et à très bientôt. Bye. Bye.